60, 50, 60, 70. On avait à ce moment-là tous les outils de santé publique, tous les outils informatiques pour mettre en place un véritable suivi des travailleurs exposés. Et malgré un certain nombre de travaux pionniers comme ceux de Mancuso, Alice Stewart en Angleterre, les travaux qu'on a été un certain nombre à mener en France sur cette question-là, il y a une résistance des autorités publiques à connaître la réalité des effets sanitaires du nucléaire en France aujourd'hui, en situation non accidentelle. Là, j'insiste parce que, en fait, il faut avoir conscience que ces conséquences sanitaires, pour les travailleurs qui ont commencé à travailler, par exemple, la décontamination a toujours été sous-traitée. Et c'est pas par hasard. Pourquoi elle a été sous-traitée ? Parce que ça permettait de ne pas faire supporter par les agents EDF pour lesquels il y a un suivi le poids de la radioactivité, ce qui aurait obligé à un moment donné EDF à assumer ce qu'il n'assume pas. Alors, il y a des agents EDF qui sont atteints de cancer et probablement d'autres atteintes radioactives parce qu'un certain nombre de tâches les obligent à entrer dans des zones contrôlées. Par exemple, le travail de rondier, qui est un travail de surveillance des installations, oblige à rentrer en zone contrôlée, oblige éventuellement à rentrer dans des réacteurs en fonctionnement. Et toutes ces atteintes sanitaires qui sont présentes sont diluées dans l'ensemble des cancers qu'on connaît actuellement en France. Alors, il faut savoir que l'épidémie de cancer en France a explosé entre le début des années 80 et aujourd'hui. On n'a que des estimations parce que une des carences aussi de la France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on n'a pas de registres départementaux de cancer dans tous les départements. On doit couvrir à peu près 10% de la population française avec les registres. Et surtout, dans ces registres, on n'a aucune information sur le parcours professionnel et l'histoire résidentielle des personnes atteintes de cancer. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, les estimations sur lesquelles on travaille sont des estimations qui sont une extrapolation des registres, plus les données de l'assurance maladie. Mais les données de l'assurance maladie ne sont malheureusement pas mises à disposition des chercheurs. Donc on ne sait pas exactement sur quel fondement ils se basent pour avoir une estimation qui est passée quand même de 150 000 nouveaux cas par an en 1980 à 355 000 nouveaux cas par an aujourd'hui. Alors c'est des chiffres que vous n'entendez jamais aux heures de grande écoute, ni même à minuit le soir, parce que c'est des chiffres qui ne sont jamais communiqués. Les seuls qu'on vous communique, c'est les fameuses données de mortalité. Et il y a eu quelques progrès en thérapeutique, on a donné suffisamment d'argent à l'industrie pharmaceutique pour que quand même elle fasse quelques progrès. Donc, on ne meurt pas de son cancer l'année où ce cancer se déclenche. Moyennant quoi, on a de très mauvaises estimations de l'épidémie de cancer. Malgré ça, ils ne peuvent pas empêcher qu'on arrive à connaître la manière dont les cancers flambent. Et la réalité, c'est que les cancers liés au travail, de façon générale, et les cancers liés à la radioactivité, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, font partie de cet ensemble de cancers. Et du coup, quand ils nous font des études épidémiologiques pour comparer une population dite exposée à une population non exposée, en réalité, dans la population non exposée, vous avez toute une série de gens qui font leur cancer parce qu'ils ont été exposés, mais que leur exposition n'est pas connue ou reconnue. Donc, là, il y a un problème majeur en santé publique. On est quelques-uns à
bagarrer là-dessus à l'intérieur des institutions de santé publique, mais je dois dire sans avoir pour l'instant de succès tangible. Et ça rejaillit aussi. Donc on a une invisibilité des travailleurs exposés au rayonnement ionisant. On a une invisibilité des atteintes liées à l'exposition au rayonnement ionisant. Et la réglementation pour la reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs exposés au rayonnement ionisant, cette réglementation n'a pas évolué depuis 30 ans. On a toujours seulement 3 localisations de cancer reconnues dans le tableau numéro 6 qui reconnaît les atteintes liées au rayonnement ionisant pour la réparation des maladies professionnelles, c'est-à-dire les leucémies, les sarcomes osseux et les cancers bronchopulmonaires quand c'est un cancer bronchopulmonaire associé à l'inhalation de poussière radioactive. Donc quand quelqu'un a seulement été irradié, il n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Et là, on se bat sur des cancers qui sont maintenant connus comme étant radio-induits, parce que malgré tout, la littérature internationale a fait quelques progrès, je dirais, grâce à Tchernobyl, ce qui est terrible, hein, grâce aux essais nucléaires, parce que les vétérans américains, il y a maintenant la reconnaissance des cancers pour les vétérans des essais nucléaires américains, c'est 26 localisations de cancers différentes. Donc ça veut dire que, c'est dire le gap qu'il y a, l'écart qu'il y a entre notre législation sur la reconnaissance en maladie professionnelle des cancers en France et puis ce qui se passe pour les vétérans des essais nucléaires. Et là-dessus, c'est une bagarre au cas par cas, devant les tribunaux, avec des commissions de reconnaissance en maladie professionnelle qui se partagent l'incompétence et la mauvaise foi. Donc, on a une situation qui est vraiment très, très préoccupante pour une question de justice pour ceux qui sont exposés au rayonnement ionisant, qui travaillent. Philippe Billard, qui est un de ces sous-traitants qui non seulement est syndicaliste, mais qui en plus assume une fonction de délégué au comité d'hygiène et de sécurité conditions de travail, qui, à ce titre-là, s'est fait interdire d'entrer en centrale parce qu'il posait le problème, notamment de la contamination radioactive avec les rayonnements alpha. Philippe, il dit « Nous sommes les sacrifiés du nucléaire, mais personne ne nous entend. » Et je crois qu'il a raison, c'est vraiment ça. Et le problème de cette invisibilité indéfiniment reconduite, il dépend de nous, au niveau citoyen, qu'on arrive à la faire exploser. Alors on le fait parfois dans certaines situations, on arrive à construire des collectifs qui vont se battre à un endroit ou à un autre, mais c'est un fait que sur la question du nucléaire, la polarisation sur l'accident, elle est tout à fait légitime quand on sait ce qui se passe à Fukushima, quand on sait ce qui se passe à Tchernobyl, mais elle a tendance à masquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que en France, aujourd'hui, on a un Hiroshima, on a un Fukushima parmi une population travailleuse, ouvrière, qui se trouve exposée en permanence au rayonnement ionisant, dans des conditions en plus humaines absolument inacceptables, absolument incompatibles avec la dignité humaine. Parce que, et je finirai avec ça, il y a non seulement le fait qu'ils sont exposés au rayonnement ionisant, ils sont exposés à de multiples contraintes du travail en termes de temps de travail, en termes par exemple de contradiction entre le fait d'être soumis à cette irradiation, donc d'être
dans l'obligation d'accélérer la tâche pour subir le moins d'exposition possible, et en même temps les exigences de l'activité qu'ils ont à mener. Quelle que soit l'activité, que ce soit une activité de type électronique, soudure ou décontamination. Et puis, ils sont aussi mis, du fait de la sous-traitance, devant une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on leur dit, leur entreprise leur dit, vous avez 2 heures pour faire ça. Et vous ne devez pas dépasser ces 2 heures, parce que autrement, il y a des pénalités financières pour l'entreprise s'il y a un retard dans le rendu de l'activité, et voire une non-reconduction du contrat. Donc, je dirais que la contrainte, elle est mise complètement sur leur dos. C'est à eux de faire un travail qui assure la sûreté de nos centrales, et je dirais que moi, je les admire de faire le boulot dans les conditions dans lesquelles on leur fait faire. Parce que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ont conscience de la gravité des tâches qui sont les leurs. Ils savent que la sûreté des centrales nucléaires dépend d'eux. Et ça, c'est terrible, parce que l'obligation de résultat, c'est que ça ne pète pas, c'est que la soudure, elle ne pète pas. C'est que la contamination radioactive soit suffisamment mise de côté pour que le soudeur qui va souder ne soit pas en train de se dire « ça y est, j'ai bloqué mon dosimètre, combien est-ce que j'ai reçu ?» Parce que lorsque leur dosimètre sature, ça veut dire qu'ils ont atteint la limite. Combien y en a-t-il qui se retrouvent à perdre leur emploi parce qu'ils ont dépassé ou ils sont arrivés en limite de dose et que le système machiavélique mis en place par les exploitants du nucléaire, qui consiste à pouvoir lire la dose cumulée de chaque travailleur avant son entrée en centrale, fait qu'un travailleur qui arrive et qui présente son badge, ce n'est pas lui qui sait combien il a eu, c'est l'ordinateur qui va lire. Et l'ordinateur va dire, celui-là, il ne peut pas montrer. Si c'est un intérimaire, si c'est un CDD, c'est un cas de rupture de contrat. Et il se retrouve à la porte, non seulement de la centrale, mais à la porte souvent de son entreprise. La mission est rompue puisque c'est considéré, du point de vue de l'entreprise sous-traitante, comme étant une impossibilité du fait du salarié. Ce qui est quand même le comble, quand même. Hein. Moi, j'ai eu dans les travailleurs que j'ai suivis, un travailleur qui s'est trouvé dans cette situation-là, qui est rentré chez lui et qui s'est suicidé. Il venait d'avoir un enfant, il avait des dettes, et voilà. C'est-à-dire que, y compris quand ensuite on parle des suicides du travail, il faut voir comment ça s'inscrit dans des situations de travail comme celle-là, qui sont des situations de travail incompatibles avec la dignité humaine, incompatibles avec le minimum. Le minimum, et c'est pour ça que je crois que dans la réflexion qu'on peut avoir les uns avec les autres, et pour lier l'activité citoyenne, il faut vraiment que cette question du travail dans le nucléaire aujourd'hui soit centrale, tout autant que le risque d'accident, tout autant que toutes les questions qui se posent en termes de désarmement nucléaire. Je vous remercie.